Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur Radio Boxe Attitude. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à passer par les liens pour aller voir le podcast, écouter le podcast sur les différentes plateformes pour être un petit peu plus tranquille. Voilà, c'est gratuit pour y accéder. Et si jamais vous avez envie de laisser un petit commentaire sur YouTube, c'est important parce que moi ça m'aide bien après pour faire les prochaines vidéos. Vous allez voir que je vais m'inspirer de pas mal de commentaires là, surtout pour la petite intro. Alors avant de parler du combat de ce week-end, attendu ou pas, je pense qu'il est peut-être pas trop attendu, le combat de Ryan Garcia, et pourtant, comme vous l'avez vu dans le titre, je pense que cette fois-ci, Ryan Garcia va tomber sur un os, il risque de se casser une dent et c'est bien possible qu'on ait la première défaite de Ryan Garcia et je vais vous en dire un petit peu plus dans cette vidéo. Bien sûr, Ryan Garcia est le gros favori de ce combat et il y a de fortes chances qu'il le gagne par KO, évidemment, mais je vais quand même vous développer ma théorie et pourquoi je pense que cette fois-ci, je pense qu'il va chuter. Parce que être le favori c'est une chose, mais t'es pas forcément gagnant même si t'es favori. Bref. D'abord, je voulais vous parler de la vidéo sortie sur Boxe Attitude, les 12 meilleurs boxeurs du monde, classement incontestable. Alors bien sûr, ça fait réagir, évidemment. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été dits. Et du coup, je voulais faire une vidéo vendredi, une suite à cette vidéo, et vous donner les 12 boxeurs désabonnés, les 12 meilleurs boxeurs désabonnés. En prenant les 12 premiers noms qui étaient ressortis, des noms que je n'ai pas donnés dans ma liste, les 12 premiers noms qui étaient ressortis dans les commentaires, et donc vous les présenter, expliquer un peu pourquoi, pour moi, ils n'ont pas à être dans ma liste des 12 meilleurs combattants incontestablement. Et parce qu'on a un petit problème, c'est que les gens, voilà, les gens de manière générale, quand ils parlent de boxe et quand ils réagissent à des classements, ils confondent leurs préférences avec les compétences. Parce que tu peux préférer un boxeur, parce que tu es sensible à sa boxe, parce qu'il t'a marqué, parce que tu as regardé ses combats. Mais là, quand on donne un classement des meilleurs boxeurs, on parle de compétences de boxe. Et donc, il faut s'appuyer sur leur palmarès, ce qu'ils ont fait dans leur carrière, voilà, les combats contre qui ils les ont fait, et surtout les distinctions qu'ils ont obtenues, les prix qu'ils ont obtenus, parce que ce sont quand même des spécialistes de la boxe qui les discernent. Et toi qui écoutes ce podcast comme moi, j'estime que quand même on devrait se référer à des personnes qui sont spécialistes du métier, qui sont à fond dans ce domaine-là. Et si eux nous disent qu'ils estiment que ce boxeur-là, il a réalisé ça et ça, tu peux quand même t'appuyer là-dessus. Après, bien sûr, c'est pas, ça fait pas foi, tu vois, on peut quand même en discuter, on peut quand même débattre, on peut après dire, ce boxeur-là, je l'aurais quand même mis un peu plus haut, celui-là, je l'aurais mis un peu plus bas. Ok, mais ce que je veux te dire par là, c'est que ça doit forcément peser dans la balance. Bon, je ne vais pas aller m'éparpiller plus longtemps. Ce petit top 12 sympathique que je voulais faire, histoire de continuer et puis de renvoyer la balle aussi aux abonnés, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que Vincent a été très rapide et il m'a déjà envoyé son classement. Voilà, il m'a déjà enregistré son top 12 des boxeurs post-1960, donc avant les années 1960. Et alors, je suis en ce moment sur le montage et la vidéo sortira vendredi. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour toutes vos réactions à cette vidéo-là qui a fait un bon retour et un bon démarrage. J'en suis très content. On va revenir un petit peu aussi à vos réactions sous ma vidéo réaction à Soro Madrimov et aux deux autres combats. Mais c'est surtout Soro Madrimov où vous avez réagi. Alors, je vous ai trouvé dur, mais c'est justifié. Vous étiez déjà un petit peu pessimiste avant même le combat. Il y avait déjà beaucoup qui disaient qu'ils ne le sentaient pas, ce combat-là. Et les deux petits rounds qu'on a pu voir, vous êtes assez unanime pour dire que vous ne les sentiez pas et que pour vous, Soro était largement dominé. Et c'est aussi ce que j'ai dit dans mes réactions. J'ai juste dit qu'il était peut-être mieux qu'au premier combat, mais que ce n'était pas suffisant pour battre Madrimov. Voilà. Donc bon, j'ai lu vos commentaires, ça m'a fait un peu mal. C'est vrai que ça fait du mal, c'est dur pour Soro, mais vous avez été cohérent. Voilà, vous avez été lucide sur la situation.
je vous demande juste de ne pas être trop sévère avec nos Français, surtout en ce moment. On a tellement du mal que j'ai un peu de mal avec les personnes qui crachent sur les hommes à terre. Soros, c'était presque un peu le dernier espoir là cette année. Je ne sais pas qui pourra nous sauver cette année en français. Hein. Franchement, j'y réfléchis encore. J'espère, hein, je prie pour qu'il y en ait un, mais là, ça semble très difficile. Et quand on fera le bilan de l'année, eh ben, ça va faire mal, les gars. Ça va faire très mal. Bon, j'en ai fini avec ma petite introduction et on va revenir à ce combat. Et là, vous voulez savoir, mais pourquoi, JC, pourquoi tu dis que là, Ryan Garcia, il va perdre? Alors, Ryan Garcia, je vous rappelle, 23 ans, 22 victoires, 18 remportées par KO. Ryan Garcia, c'est un phénomène. C'est un boxeur que j'aime bien. C'est un boxeur que j'ai assez rapidement accroché, que ce soit le personnage, que ce soit le boxeur. Moi, j'ai pas été hérité par lui dans un premier temps. J'ai vu que très tôt, les critiques sont arrivées sur lui et je les trouvais injustifiées, je les trouvais vraiment abusées. Et je me demandais même pourquoi, qu'est-ce qui vous dérangeait vraiment chez lui. Parce que il est pas, il fait des petites vidéos, c'est une star des réseaux, mais voilà, il n'est pas non plus horrible, il n'est pas affreux, c'est pas un affreux personnage. Donc au final, je trouvais ça vraiment sévère. Je trouvais que les gens étaient excessifs en fait. Tu vois, tout le temps dans la critique, tout le temps à détester un mec, alors que c'est bon, il a rien fait. Et puis surtout, il fait des beaux KO sur le ring. C'est un boxeur, il est impressionnant. Il va au charbon jusqu'à même son combat contre Luke Campbell, où même s'il va au tapis, il remporte ce combat-là. En nous montrant ses limites. Tu vois, on a vu les limites de Ryan Garcia. La preuve, c'est qu'il va au tapis. Mais quand même, c'était assez impressionnant. Et puis à la fin, il obtient la victoire. Donc, selon moi, c'était assez sévère ce que j'ai pu voir les retours que j'ai pu voir sur Ryan Garcia. Je trouvais ça très très sévère, même là, tu vois. Au final, il part en dépression. Alors là, ça a été pour les personnes qui ne l'aimaient pas, c'était du pain béni, comme on dit. Et alors là, ils sont tombés dessus comme pas possible. Là, par contre, où j'étais d'accord avec ce qu'on appelle les haters d'une certaine manière, c'est que pendant sa phase de dépression, pendant qu'il s'est retiré du ring, le gars, il était sur les réseaux à tweeter « Ouais, lui, toi, t'es un naze », il réagissait au combat des uns et des autres. Bon là, ça par contre, je trouvais ça déplacé, c'est déplacé. Toi, tu t'es retiré parce que tu vas pas bien et tu te permets de continuer à être dans le jugement des boxeurs qui, eux, cartonnent, qui, eux, avancent, qui, eux, font des prouesses, tu vois. Donc ça, c'était agaçant. Là, je dois avouer que c'était agaçant. Après, ça s'explique parce que vous savez aujourd'hui que quand tu es une personnalité, quand tu es surtout avec le monde des réseaux, tu ne peux pas t'absenter. C'est simple. Et je sais que beaucoup de monde qui sont des consommateurs ne s'en rendent pas compte, mais moi, en tant que créateur de contenu, donc je ne suis même pas sportif, hein, mais tu sais que tu ne peux pas t'absenter. Le pire, c'est de t'absenter. Parce que on est dans un monde où tu auras forcément quelqu'un qui prendra ta place. C'est pas parce qu'il sera meilleur que toi. C'est parce que lui donnera aux gens ce qu'ils veulent et les gens, ils veulent constamment divertis. Constamment, ils veulent qu'on leur donne à manger. Ils en veulent toujours plus. Donc, c'est vrai que quand tu prends conscience de ça, et Ryan Garcia, c'est quelqu'un qui vit dans son temps, qui vit avec les réseaux, et il en a vraiment, vraiment conscience, il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas être totalement silencieux. Il ne pouvait pas être silencieux pendant plusieurs mois, voire un an. C'était mort, c'était mort. Après, si bien sûr pour toi c'est une question de vie ou de mort, il faut peut-être t'absenter. Mais quand on parle de business, malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui, je juge même pas. Hein. Franchement, moi ce que je juge après, c'est ce qu'on donne aux gens, ce qu'on donne à manger aux gens, ce qu'on donne dans le contenu aux gens. Ça je le juge. Il y a de la merde, il y a beaucoup de merde, c'est vrai. Mais après, qu'aujourd'hui on soit dans un monde où il faut constamment alimenter, je juge pas, c'est comme ça, c'est dans le monde dans lequel on vit. Bref, donc Ryan Garcia, il a quand même bien compris ça. Et il a fait son retour là, contre Tagoe, et il a gagné au point. Le problème de ce retour-là, parce qu'il y en a, c'est que c'est pas rassurant. C'est pas rassurant, c'est pas convaincant. On a un Ryan Garcia qui dit qu'il veut prendre Gervonta Davis, voilà, qui n'arrête pas de répéter ça, et puis il veut prendre tout le monde. Il voulait prendre Pacquiao, il voulait prendre tout le monde. Et le combat qu'il a fait, c'est pas un combat très rassurant. Alors, je vais faire un comparatif avec Andy Ruiz Jr. Andy Ruiz Jr., c'est pareil, hein, c'est un phénomène. Quand il bat Joshua, ça devient un phénomène. On devient tous dingues de Ruiz. Et au final, il nous déçoit, après par son attitude, par son comportement. Et puis, il change de team et il se remet à travailler sérieusement. Si Andy Ruiz Jr. passait son temps à nous dire « je vais prendre Joshua, je vais le taper. Je vais prendre Usyk, je vais le taper. Je vais prendre Tyson Fury, je vais le taper. » Et après qu'il fait son retour
qui est un peu laborieux, tu vois, il est envoyé au tapis et il gagne le combat. On dirait, mec, t'ouvres ta gueule pour nous donner ça après. Mais quand tu fermes ta gueule, tu travailles, tu essaies de te remettre sur le droit chemin et de revenir meilleur. Moi, je trouve que c'est cohérent. Et ce qu'il a fait, c'était très bien. Parce que oui, il va au tapis, mais il faut expliquer, parce qu'il y a ce changement, il y a cette remise en question, et c'est pas facile. Tu te transformes pas comme ça du jour au lendemain. T'es devenu une star, t'as touché des millions, t'as pété les plombs. Il faut redescendre de ce nuage. Il faut redescendre, c'est compliqué. Il faut retourner à la salle charbonnée, il faut retrouver la fin. Tu vois, et puis après, quand t'as un changement d'entraîneur, c'est pas simple de t'ajuster. Donc tout ça, c'est cohérent. C'est pour ça que moi, le retour de Ryan Garcia, ça m'a pas inquiété plus que ça. Je dis juste que c'est pas rassurant, que c'est un combat retour en fait. C'est un combat retour. C'est comme ça qu'on l'excuse. C'est un combat retour. Mais c'est vrai que, vu ce qu'il dit, vu comment il ouvre sa bouche, vu ce qu'il prétend vouloir faire, il y a une incohérence avec ce qu'on voit. Tu vois, si on enlève le fait que Ryan Garcia c'est une grande gueule, tu dis ok, il a été absent parce qu'il a eu des troubles mentaux, il revient, il fait ce combat-là, c'est normal, tu vois, c'est dans la suite logique. Et son prochain adversaire est complètement dans la suite logique. Mais quand tu as un mec qui n'arrête pas d'ouvrir sa bouche, d'en faire des tonnes, ben le public, et forcément les critiques, comme moi on va dire, même si moi je me considère plus public que critique, eh ben on a une attente. On a une attente. Et l'attente, ben il y répond pas. Parce que concrètement, sur le papier, il y répond pas à notre attente. Ce qu'il a fait contre Tagoe, c'est pas du niveau d'un boxeur qui veut affronter le top 10 de la catégorie des légers. Il en est loin. Et je le répète, il en est loin. Maintenant, il va affronter Javier Fortuna. Et Javier Fortuna, comme je vous le disais la dernière fois, c'est pas un cadeau. Il a 33 ans, donc déjà 10 ans de plus. Vu qu'il a 10 ans de plus, il a une forte expérience en plus. Donc il est à 37 victoires, 26 remportées par KO, 3 défaites et 1 nul. Alors ces dernières années, il n'est pas très actif. Donc là, moi je pense que ça, c'est tous les points qui font qu'ils ont choisi Javier Fortuna. Il n'est pas très actif, donc en 2020, il a une victoire par KO. Il a une défaite au point en 2021 contre Diaz, donc très très bon combat, de très haut niveau contre un bon adversaire. Et en 2022, il a une victoire, en février, il fait une victoire par KO. C'est un Dominicain, Javier Fortuna, et je crois que son dernier combat, c'était là-bas justement, c'était en République Dominicaine. Je ne suis pas sûr que ce soit en République Dominicaine, mais je suis presque sûr à 100% que c'était... Déjà, je suis sûr à 100% que c'était pas aux États-Unis, et je suis presque sûr à 100% que c'était en Amérique latine. Donc je pense que c'était en République Dominicaine, et que c'était un combat chez lui, un peu voilà, pour se remettre en jambe. Donc, quand tu prends cet aspect-là, c'est un ancien, il a quand même pas mal de défaites, il n'est pas très actif sur les dernières années, tu te dis, il est prenable. Quand tu analyses un peu sa boxe, c'est un boxeur, ce qui est bien, c'est qu'il va faire le spectacle, il est expérimenté. Quand je dis il va faire le spectacle, c'est-à-dire qu'il va y aller, il va aller au combat, c'est un mec qui met le pressing, c'est un mec qui avance, c'est un mec qui débite. Et l'un de ses plus gros défauts face à un Ryan Garcia, c'est qu'il est quand même assez exposé au contre. C'est un boxeur comme je vous l'ai dit, qui s'engage, qui a des coups qui sont assez larges, et donc il y a de l'espace pour contrer. Et il n'est pas hyper rapide. Il n'est pas hyper rapide, donc quand on connaît la rapidité de Ryan Garcia, on peut estimer que Ryan Garcia, il va le prendre de vitesse et il va réussir à le cueillir à un moment ou à un autre. Son menton semble assez bon, mais on sait qu'on est face à un gros puncher qui est Ryan Garcia. Donc là, n'importe qui serait sensible à se faire toucher et mettre KO face à Ryan Garcia. Même un Gervonta Davis que j'estime être le meilleur de la catégorie aujourd'hui. Pas de loin, mais voilà, vous me comprenez. Mais pour moi, c'est le meilleur aujourd'hui. Donc tous, potentiellement pourraient se faire coucher par Ryan Garcia. Donc ça, c'est un argument de taille. Maintenant, le Javier Fortuna, pour moi, c'est le gars qui va stopper Ryan Garcia. Parce que si on prend le Ryan Garcia qu'on a vu là contre Tagoe, il ne passe pas cette étape de Javier Fortuna. Javier Fortuna, c'est un boxeur. Donc là, juste avant de vous faire ce podcast, j'ai lu un petit article où il donnait une interview, tout simplement. Et donc, c'est un boxeur qui a bien analysé Ryan Garcia, qui le connaît bien, et qui est conscient de ses qualités et de ses faiblesses. Il est conscient que c'est un gros puncher. Il est conscient que c'est une star, qui a un peu la grosse tête, et qu'il a des grosses failles dans sa boxe que lui pourrait exploiter. Et je suis totalement d'accord avec lui.
Et quand j'ai lu cet article, ça m'a encore plus convaincu. Déjà, j'étais assez convaincu quand je l'ai vu boxer, surtout quand j'ai vu, parce que j'ai réussi à trouver son dernier combat là. Alors bon, bien sûr, c'est contre personne, c'est un KO premier round, c'est un combat on va dire, c'est un combat en attendant. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, il est en forme. Parce que là, j'en ai vu des combats comme ça, où ils vont boxer à droite à gauche, les boxeurs, c'est des combats qui n'ont pas d'enjeu. Mais souvent, tu vois que le boxeur, il l'a pris comme tel. Il ne l'a pas pris très au sérieux, ce combat. C'est ça que je veux dire, il ne l'a pas pris très au sérieux. Et donc, il n'arrive pas en super force sur le ring. Tu sens que les réflexes ne sont pas hyper affûtés. Et là, franchement, je vous invite à vous taper Javier Fortuna, vous allez trouver les combats. Vous trouverez facilement ces 3 derniers combats. Peut-être pas contre Diaz, qui doit être sur DAZN. Mais vous trouverez facilement des images de ces combats. Et vous allez voir qu'il est bien. Il est bien, il est sur les jambes. Il n'a pas un super jeu de jambes, mais quand je dis il est sur les jambes, c'est que il est réactif, il a ses combinaisons, toujours offensif, à chercher l'ouverture, bien travaillé. Il est quand même précis, même si les coups sont larges, il est quand même assez précis. Il a un bon sens du timing, tu vois, il travaille bien sur la boxe de son adversaire. Il aime bien travailler un peu avec les mains basses, un peu comme ça, avec les épaules un peu relâchées. Il aime ça, tu vois, c'est un peu ce genre de boxeur. C'est pas un gros puncher, mais il est efficace. Et voilà, pour moi, il a tous les atouts pour emmerder Ryan Garcia. Et surtout, c'est un boxeur qui aime venir coller. Donc si, pour moi, il passe cette zone de danger qui sera la puissance de frappe de Ryan Garcia, donc toute cette zone, parce que Ryan Garcia, c'est un boxeur qui a de la longe. S'il arrive à passer cette zone, quand il va rentrer sur Ryan Garcia, il va le mettre énormément en difficulté. Surtout que Ryan Garcia, il n'a pas beaucoup de sang-froid dans ces moments-là. C'est plutôt un sanguin qui aime aller à la bagarre. Et il risque de se faire déborder par les combinaisons, la variété et le nombre de coups, parce qu'il débite Javier Fortuna, et ça risque de le mettre vraiment en difficulté. Est-ce que Javier Fortuna peut en faire suffisamment pour l'arrêter avant la limite? Je crois que oui. Bien sûr, je ne mettrai pas, ma maison sur ce pronostic. Mais je sens que là, le Ryan Garcia, c'est un peu qui tout double ce combat-là. Vraiment, c'est qui tout double parce que il y a des attentes auprès de ce Ryan Garcia. Et je pense qu'ils vont vraiment organiser ce combat contre Gervonta Davis. Ils peuvent le faire. Ça serait gagnant pour tout le monde. Pour les promoteurs, au niveau financier, pour le public, pour les boxeurs. Je pense que tout le monde s'y retrouverait, même si pour moi c'est un combat qui n'a pas de sens, parce que je pense que Ryan Garcia va se faire laminer par Gervonta Davis, vraiment. Mais là, c'est une marche importante, et qui est logique pour Ryan Garcia. C'est un très très bon choix de plan de carrière de prendre Javier Fortuna maintenant. Mais je crois que Ryan Garcia, c'est un peu trop rapide dans son retour. C'est un peu trop rapide, c'est un peu trop de pression là, juste avant un potentiel combat contre Gervonta Davis, surtout s'il a en tête le combat contre Gervonta Davis. Et d'ailleurs, Javier Fortuna, il le disait dans l'interview que j'ai pu récupérer sur Internet, il dit il est focalisé sur Gervonta Davis, mais avant il a moi, et tant mieux, qui continue à croire que moi je suis insignifiant, qui continue à avoir le menton levé et qui regarde derrière moi, en gros, il va voir ce qui va lui arriver. Et j'aime bien cette attitude. Maintenant, j'ai un petit bémol par rapport à ça, par rapport à l'attitude de Javier Fortuna. J'ai envie de lui dire attention, parce que ce comportement peut faire que lui aussi se voit un peu trop beau. Je pense qu'il a très bien analysé Ryan Garcia et qu'il croit en ses chances, vraiment. Et il faut qu'il aille dans cet état d'esprit, mais attention à pas trop en dire, parce que c'est ça le problème aussi. Quand tu en dévoiles trop sur ta stratégie et ce que tu as vu chez ton adversaire, eh ben, tu peux te tirer une balle dans le pied. Et c'est un peu, tu vois, quand j'ai vu l'interview, j'étais rassuré parce que je me disais, il pense comme moi et il a vu sur quoi il peut travailler, donc j'étais vraiment content. Je me suis dit, super, c'est qu'ils vont travailler sur ça. Et puis après, je me suis dit, mais t'es un peu con d'en dire tant, parce que il vaudrait mieux jouer le naïf, tu sais, le boxeur. Tu sais, tu joues le naïf, tu viens, tu fais l'innocent, tout sourire, je suis content d'avoir cette chance, ça va être un combat difficile, blablabla. Tu vois, tu fais le politicien. Et après, tu sors le combat que tu avais préparé depuis des mois et des mois. Donc voilà, c'est un peu mon avis sur la question. C'est pas, comme je dis, c'est pas gagné d'avance, c'est pas perdu d'avance. Ryan Garcia est le gros favori de ce combat-là. Et de toute façon, si derrière il veut un combat contre Gervonta Davis, il est obligé de remporter ce combat-là. Il est presque obligé de le remporter par KO parce qu'il y a une attente de la part de tout le monde, hein, après son dernier combat où on est un peu frustré de ce qu'il a montré. Donc j'ai envie de te dire, il va devoir aller chercher ce KO, il va aller devoir chercher cette victoire avant la limite. Si tu regardes sur le papier Javier Fortuna, elle n'est pas impossible, la victoire avant la limite.
Parce que voilà, tu as un boxeur qui est quand même en fin de carrière, il y a de quoi aller lui placer ce contre fatal. Mais j'ai cette petite voix qui me dit, Javier Fortuna, tu vas voir, il va vraiment mettre en difficulté Ryan Garcia. En tout cas, si Ryan Garcia passe cette étape, je serai content et cette fois-ci je serai rassuré. Alors il faut voir comment il la passe, parce que si c'est une victoire au point, une victoire un peu généreuse si je peux dire, on sera tous dégoûtés. Mais si Ryan Garcia passe cette étape, et il en a les capacités de le faire, et je vous rappelle que c'est un boxeur que j'aime bien, même si je me montre beaucoup plus sévère envers lui depuis quelques mois, parce que son attitude n'est plus vraiment en accord avec ce qui nous montre sur le ring. Malgré ça, c'est un boxeur que j'aime bien, donc j'aimerais le voir passer cette étape et j'aimerais le voir aller plus loin. J'aimerais même plutôt le voir affronter Devin Haney et pas Gervonta Davis. Je pense que ce serait un combat plus intéressant, même si, encore une fois, je ne le donne pas favori. Mais voilà, cette fois-ci, je pense que je vais rester sur cette impression que j'ai, ce sentiment que j'ai, qu'il s'est mis dans un bourbier et qu'il fait un peu le con et que là, il va avoir le retour de bâton, c'est le karma, comme on dit, le retour de bâton, d'avoir un petit peu forcé sur ce truc-là et qu'il va être rappelé par cette réalité que le Javier Fortuna, il est bien préparé et il va sortir le combat et qu'il a de quoi emmerder Ryan Garcia. S'il arrive à le faire reculer, s'il arrive à rentrer dans cette zone, son débit de coup, sa précision, vous allez voir, ça va surprendre Ryan Garcia et ça risque de lui faire tout drôle. Et après, maintenant Ryan, va falloir que tu répondes à ça. Montre que tu es un champion et réponds à ça. Et on va voir. Bon, s'il le tape au premier round, franchement bravo. Franchement bravo. Mais voilà, je vous donnais mon avis. C'est un podcast qui était assez court cette fois-ci. N'hésitez pas à vous abonner, franchement ça fait plaisir, à liker, à mettre un petit commentaire. Vous avez aussi dans la description de quoi me soutenir en rejoignant la chaîne Box Attitude pour minimum 2 € par mois, ou bien en faisant un petit don sur Utip. Merci aux personnes qui participent, aux quelques personnes qui ont généreusement participé, ça va beaucoup m'aider pour la suite. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!